Nicolas, bonjour. Jérémy. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait une interview et on avait fini sur Redfish Games. Comment t'en es venu en fait à passer de Redfish Games à Mushroom Games? Oh, il y a eu une divergence, bon, on va pas revenir dessus, mais à l'époque, il y avait une divergence de comment voir la suite et le mode de fonctionnement. Du coup, ça servait à rien d'aller plus loin avant qu'il ne soit entre guillemets trop tard. Et bah, c'était super, tout ce que. FSL est vraiment un mec génial, mais c'est vrai que d'un point de vue de job, on s'entendait pas spécialement. Et du coup, Alexis a dit bah, moi je continue avec toi. Et du coup, voilà, j'ai monté Mushroom et sorti Small Island. Je te la fais courte. Ouais, ouais. Pourquoi Mushroom en fait? Pourquoi être revenu? Ah bah, en fait, je me souviens d'une conversation avec. Je suis dans ma cuisine au téléphone avec Alain Ballet. Et je lui dis ce qui se passe et il me dit bah ok. Et je dis mais je fais quoi? Je reprends le même nom, je reprends un nom différent, je fais la rupture en prenant un autre nom alors que les gens vont s'en souvenir, ou je fais une espèce de continuité à la con parce que le truc claque bien. Il me dit bah, prends quelque chose que tu aimes bien, et en gros il me guidait vers cette voie-là aussi, donc voilà, tout C'était, simplement. Et donc du coup, ouais, là, tu parlais, t'étais déjà en contact avec Alexis Allard, donc Mhm. l'auteur de Small Island, avant la création de Mushroom. Oui, Il a suivi avec toi. oui. Mais comment s'est fait cette rencontre en fait? Euh, la rencontre s'est faite à Morning. Euh, je me demande si on n'en a pas déjà discuté ensemble lors de la toute Ah, première c'est vidéo. possible. Ça fait Oui, une ça fait voilà, transition. voilà, donc voilà. Sinon regarde tes vidéos, la première de ta chaîne. Et donc en fait, en gros, Alexis est venu du temps où j'étais chez Morning et pour présenter un jeu qui, qui a pas beaucoup évolué d'ailleurs depuis. Et puis avant de partir, un peu à la Colombo, et là j'entends déjà Alexis rire, un peu à la Colombo, il fait ah mais j'ai encore un jeu. Tu vois, comme Colombo, il fait toujours là, quand il C'est revient, ça. ma femme me dit toujours, et c'était un peu pareil, tu vois, avec Alexis, mais en plus barbu. Et donc du coup, quoi qu'à l'époque ça allait encore la barbe. Et du coup, c'était Small Island et bah, je teste, le jeu je trouve fonctionne pas. Moi, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, tandis que l'autre, il avait un truc assez innovant. Et je lui dis surtout le super mauvais conseil, oublie celui-là et bosse l'autre. Et donc, bien sûr, il ne m'a pas écouté. Et puis je l'ai revu à deux, trois reprises. Et au fur et à mesure, je retestais son jeu. Et en fait, de plus en plus, son jeu avait de la gueule. Et du coup, euh, peu avant Cannes, en janvier, en fait, où on fait un test, j'avais proposé, puisqu'en plus, j'avais eu, j'ai eu la gentillesse du Malte de me prendre avec, de m'héberger pendant tout le festival. Et donc, du coup, entre guillemets, pour les remercier, je dis bah tiens, passez-moi vos jeux et on va se faire une après-midi brainstorming, comment parler à un éditeur, enfin comment présenter les jeux. Et du coup, j'ai le jeu d'Alexis et je fais mais là, il me plaît bien. Là, il commence à me plaire. Et je lui dis écoute, voilà, si tu as des propositions et tu en auras, sache que moi, je suis partant. On en reparle après. Mais bon, voilà, je vais avoir des éditeurs, fraude-toi à eux, mais voilà, sache que moi je suis intéressé. Et ça, je le dis avant, comme ça il n'avait pas de pression, il savait que de toute façon moi j'étais intéressé, il pouvait voir tout le monde forcément, j'ai absolument pas bloqué, au contraire, c'était débile de ma part de faire ça. Du coup, je dis bah vas-y, et on en reparle. Et effectivement, on en a reparlé après. Et c'était déjà une version proche de ce qu'on connaît ou il y a eu vraiment un gros travail de développement entre la version que tu avais à l'époque aimée et celle qui est sortie en boîte? Hum, le fond y est, le style a un peu changé. Hum, et c'est le même jeu, mais Alex te dira que plein de choses sont différentes en fait. Au début, on avait tous les joueurs avaient six fois la même carte objectif, c'est lui qui matchait. Ce genre, maintenant, c'est l'aléatoire et le côté matché est pour la version expert. Donc ça a changé. Au niveau ergonomie, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi.
Et puis il y a un mode solo qu'il n'y avait pas à l'époque. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui ont changé en fait, mais je peux pas te dire. C'est toujours le même jeu. C'est juste qu'il. C'est toujours. En fait, c'est toujours la même roche. C'est toujours le même carbone. Sauf que maintenant, il est devenu un peu plus diamant, en gros. Et justement, comment s'est passée votre collaboration avec Alexis? Oh, très bien. Très bien, et je rêve de refaire un jeu avec lui. Je m'en cache pas, on s'est vu il y a une semaine ou deux, là, on a passé l'après-midi ensemble et le soir. Mais je rêve de refaire un jeu avec lui, ouais. C'était. On est suffisamment différents et respectueux de l'autre pour dire ce qu'on n'aime pas, et suffisamment chiant pour être précis et vouloir des choses bien précises. C'est vraiment c'est un pur bonheur de travailler avec lui. Si on accepte le retard, si on accepte qu'il se lève à 2 heures du matin, qu'il travaille à 2 heures de l'après-midi et qu'il travaille la nuit, voilà, si on accepte tout ça, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un mec génial. Et tu parlais, oui, d'un mode solo Oui, qui fait un peu l'originalité, parce que c'est un jeu de pose de tuiles. oui, Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de modes non, solo pour ce genre-là. ben, il n'y en a surtout pas. Enfin, au moment en tout cas, quand nous on a fait des recherches, il n'y en a pas. Et en fait, je tiens beaucoup à ce mode solo pour la raison suivante, c'est que, on l'explique aussi dans le cahier d'auteur, moi je voulais un mode solo. Parce que tu sens que c'est un peu à la fois la mode, et puis tu sens aussi que Alexis est un gros joueur de mode solo, par exemple. Du coup, ça faisait sens que pour son jeu, il y ait un mode solo. Et puis, je voulais un mode solo d'un jeu à tuiles. Parce que, à ma connaissance, c'est nouveau, je ne sais pas, une encyclopédie non plus, loin de là, mais il n'y avait pas de mode solo. Mais je voulais pas un mode solo qu'on trouve toujours. Genre, c'est comme si un autre joueur il joue et puis finalement, c'est pas un vrai mode solo. Je voulais une vraie intelligence derrière ça. Donc, je me donne les bases du mode solo à Alexis en disant ce que je veux, en disant que je veux que le joueur virtuel joue en fonction de ce que nous on a joué, ce que le joueur physique joue. Qu'on ait une réflexion en tant que joueur physique de où on va placer la tuile, parce que ça va impliquer ça va impliquer le comportement. Et donc Alexis on prend tout ça, il avait une petite idée, je lui explique moi en fonction des orientations, voilà, moi je lui explique en fonction de nord-sud, et lui il vient avec une version. Je fais une partie, je bug la version. La première partie, je bug le jeu. Et en buggant le jeu, du coup, on voit ce qu'il faut modifier. Alexis a un déclic, il dit ok, c'est super, et donc il voit ce qu'il doit modifier. Et puis il revient, et mécaniquement ça fonctionne. Et je dis ok, maintenant mécaniquement ça fonctionne, donc c'est effectivement en fonction de là où on va placer la tuile. En fait, sur la carte de l'IA, on la prend, la première ligne ça te dit laquelle des 3 tuiles on va prendre. Et la deuxième ligne, elle te dit où on va la placer, en fonction de la tuile que toi tu as placée. Au-dessus, en bas, à gauche, enfin bref, il y a 3 choix possibles. Et du coup, quand moi je pose une tuile, je le sais que lui va toujours placer sa tuile par rapport à moi. Donc je peux commencer moi en tant que joueur à bloquer l'IA pour qu'il n'aille pas à des endroits bien précis. En fait, je peux réduire le choix des possibles. En fait. Donc je peux réfléchir comme ça. Et ça, il n'y avait pas en fait. Il n'y avait vraiment pas. Et puis il peut me forcer aussi à mettre des bateaux. Et il y a une vraie intelligence. Quand on a eu ça, je dis ok, c'est super, mais en fait ça va me faire chier. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours la même chose, mais je veux plus de nouveautés. Je veux que l'IA, il ait des comportements différents. Il m'a dit mais comment tu veux faire ça? Je dis c'est simple. Actuellement, si il faut battre, il faut avoir plus de points que lui. Mais est-ce que lui il pourrait perdre des points, ou il pourrait en gagner plus en fonction des maisons, en fonction de ou qu'il en mette ou qu'il en mette pas. Et du coup, on a réussi à faire 6 comportements différents qui sont aussi, entre guillemets, 6 levels différents. Mais ta manière de jouer, si je vois le level 3 et le level 4, je ne sais plus dans quel sens, parce que c'est pas un moment que j'ai plus joué, mais il y a un des levels où, en tant que joueur, pour gagner, je dois faire beaucoup d'îles pour placer plein de maisons, parce que lui perd des points en faisant des maisons. Sauf que du coup, moi, mes objectifs que je vais prendre, je dois réfléchir à avoir de bons objectifs, parce que je vais avoir très peu de temps. Et du coup, ici est venue la répartition différente entre les tuiles, parce qu'on fait un deck de cartes pour l'IA, entre les cartes terrain et les cartes bateau. Les cartes bateau, c'est l'IA quand ça sort, s'il peut mettre un bateau, eh bien, il coupera un terme à la manche, et donc il va mettre le bateau. Et donc du coup,
il y a 3-4 leviers sur lesquels on a joué, qui fait que le jeu, à chaque partie, et avec des comportements différents, la version solo est une vraie partie, en fait. Et tu as vraiment l'impression de jouer contre quelqu'un. Et dans les règles, j'ai remodifié en relisant ce qu'Alexis, entre autres, avait écrit, parce qu'on a fait un bon ping-pong avec les règles. L'IA, pour moi, ça me faisait chier de l'appeler l'IA aussi. C'est con à dire, quoi. Du coup, je l'ai appelé Alexis. Parce que je voulais aussi rendre hommage à l'auteur, qui adore jouer tout seul. Et donc, du coup, le joueur solo s'appelle Alexis. Plus tard, il m'a demandé pour Welcome s'il pouvait reprendre la mécanique. Donc, il a eu cette gentillesse, puisqu'on ne dépose rien dans le jeu, on ne dépose pas, enfin bref. Donc, il m'a demandé pour Welcome s'il pouvait reprendre la mécanique de Small. Je dis oui. La mécanique, pour moi, elle est intelligente. Elle a été faite avec nous deux en même temps. Donc, si elle peut être adaptée dans d'autres jeux, c'est super. Et du coup, il dépose un peu, entre guillemets, intellectuellement, le fait de jouer contre Alexis. Et d'autres prénoms, en fait, j'ai vu, vont arriver aussi. Enfin, Oui, pour moi, en fait, je trouve que dans le jeu, il y a deux jeux. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, on va dire, à 2, 3, 4 joueurs, et il y a le jeu solo, qui est vraiment... Et j'ai eu l'impression, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai eu l'impression que la com que tu as faite sur le jeu, elle n'a pas du tout appuyé cet aspect-là. J'ai eu l'impression que le jeu solo, qui à mon sens était justement l'originalité qu'il n'y avait pas ailleurs, qui aurait pu fonctionner, parce qu'il y a un vrai marché là-dessus, j'ai l'impression qu'il n'y en a eu pas ou très peu. Est-ce que c'est Alors, il y en un a eu. choix ou... Non, non, pas du tout. Il y en a eu. Il y a eu la com. Alors, probablement pas assez, j'entends. La dernière vidéo de Ludovox en février à Cannes était axée uniquement là-dessus, d'ailleurs. Le jeu, en fait, un peu ce qui a fait vendre le jeu, c'est pas le mode solo. Mais on a essayé d'en parler le plus possible du mode solo. Après, j'ai fait avec les moyens du bord aussi, donc il faut faire des choix à un moment de. Je pouvais pas faire une trick-track que sur le mode solo et parler et remettre 500 euros en disant ben voilà, il y a un mode solo, je voudrais qu'on fasse une vidéo trick-track juste là-dessus. Ça aurait été génial, bien sûr. Sauf que j'ai pas les 500 et 1000 euros à ce moment-là à mettre là-dedans. Ce qui est fort dommage, mais on en reparlera un peu plus tard dans cette interview, je le sais, mais voilà, donc il y a un moment, il a dû faire des choix. Mais je le regrette, enfin je le regrette, dans le sens où c'est dommage, c'est vrai. Parce que pour moi, je pense qu'il a une vraie originalité, ce mode solo, ouais, clairement. On a parlé de l'auteur, on a parlé de l'éditeur, des mécaniques, mais on n'a pas parlé encore de l'illustratrice, donc Aurélie Garino. Comment elle est arrivée sur le projet, en fait? Je voulais pas avoir, je vais me contredire, mais je voulais pas avoir une pseudo 3D. J'aimais beaucoup ce qui avait été fait sur Archipelago. J'ai un directeur artistique, Nicolas Fedon, parce que c'est son job. Moi, clairement, je suis pas directeur artistique, donc et ça se voit en fait. Donc voilà. Donc, J'en profite du coup, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un directeur artistique par rapport à un illustrateur? Je souris si tu m'entends, Yann, parce que j'ai une longue conversation là-dessus. Donc, directeur artistique, et le terme directeur artistique est peut-être pas toujours le bon mot. En tout cas, le job qu'on a fait ensemble, et je vais parler de mon expérience, c'est quelqu'un qui, en l'occurrence, est aussi graphiste, peut diriger, amener des idées, donner des orientations, et en fonction de mes désirs et de ses désirs à lui, à l'illustratrice et ou un graphiste, et qui va prendre en fait en charge tout l'aspect visuel du jeu, même l'aspect 3D, donc la gueule que peut avoir un meeple par exemple, etc. Alors moi je l'appelle un directeur artistique parce que c'est facile et c'est compréhensible. Voilà. Maintenant c'est pas toujours le bon terme et j'en conviens, et en fonction qu'on soit anglo-saxon ou francophone, on va pas non plus avoir la même chose. Toujours ici que Nicolas Fedon, en tout cas, a complètement géré tout ça. Moi, je parlais en termes de sensations, ce que je voulais ressentir en voyant les choses, ou je parlais toujours moi en sensations, et lui traduisait cela, me disait que j'avais tort, quand j'avais tort, et il avait raison de le dire, parce qu'il s'avère que c'est son job, donc du coup, carte blanche, vas-y. Et voilà, il y a eu un bon mariage, en tout cas, ça s'est fait super bien, et je ne regrette absolument pas ça. Du coup, en lui parlant, pour revenir à ta question sur Aurélie,
moi, je lui ai dit ce que j'avais envie, et donc on a cherché, lui, moi, Alexis, des illustratrices, enfin des illustrateurs, ce qu'on voulait. Donc on sélectionnait, fichier Excel. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, qu'est-ce que j'ai aimé. Ce qu'on ne voulait pas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, parce que je ne veux pas. Et Alexis me montre une photo, et c'est pour ça qu'il y a cette mouette, et que la mouette est très importante dans Small Island. Il me montre une illustration d'une mouette vue du dessus, avec une île au-dessus d'une île, en train de voler. Et je fais, mais c'est ça que je veux. C'est vraiment ça, c'est un dessin que j'aimais bien, une illustration que j'aimais bien, c'est vraiment ça que je veux. Nico est ok, Alex était ok, forcément c'est lui qui l'avait. Et il se fait que c'était Aurélie, et il se fait qu'elle a été d'accord, et donc voilà. C'est venu comme ça. Et comme je recycle un peu mes questions, Oui, comment s'est passée la collaboration justement avec l'illustratrice? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Parce qu'en fait, c'est de l'art et donc c'est assez abstrait, j'imagine, à expliquer. Ben voilà, et parce qu'il y a un côté justement, fais un peu ce que tu veux, c'est-à-dire fais un joli dessin, aussi, alors, sans être péjoratif. oui, Et un côté, il faut que ce soit fonctionnel alors pour le jeu. c'est exactement, et c'est là où le directeur artistique a son importance. C'est là, Aurélie, j'adore, enfin ses illustrations sont très chouettes, elle arrive à avoir du dynamisme et de la vie. Mais je pense toujours à l'illustration de la boîte. Comme elle est là, c'est le travail d'Aurélie et de Nicolas. L'illustration qu'Aurélie propose pour la boîte, qui est différente mais pas très différente. Je la vois, je la trouve superbe. Mais c'est pas une illustration de jeu, c'est une illustration de BD. Donc moi je l'aime bien en tant que BD-phile, je l'adore. Enfin, je trouve ça génial, c'est bien. Mais ça va pas se vendre. Il faut autre chose. Il faut garder cette illustration, mais il faut l'adapter. Et c'est tout le boulot aussi de Nicolas, c'est de l'adapter. Et c'est tout le boulot de Nicolas de demander aussi à Aurélie de réadapter pas son style vraiment, mais la manière dont elle va amener les choses. Tu vois. Donc Aurélie est formidable parce qu'elle a réussi à faire plein de choses et la collaboration s'est très bien passée. Moi, je n'ai pas collaboré avec Aurélie, sinon j'aurais été directeur artistique. C'est Nicolas. Donc moi j'ai juste discuté 2-3 fois avec Aurélie pendant le projet, pendant toute la durée du projet, pour la féliciter, pour la remercier, et pour voir si on pouvait parler d'elle, etc. Mais c'est le job de Nicolas, en fait. Et ça s'est bien passé. Il y a eu quelques couacs, forcément, parce qu'il arrive toujours entre ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on représente. Donc il y a parfois du travail qu'il faut refaire. Les outils ne sont pas les mêmes. Le fait de travailler qu'en Photoshop et pas en InDesign ou Illustrator, ça peut poser des problèmes, de travailler avec un seul calque ou plusieurs calques. Donc il y a eu des petits couacs comme ça, mais je trouve, moi personnellement, vu de l'extérieur au résultat du job, c'est que les deux ont super bien fonctionné. Ouais. Quand le jeu est sorti, il y avait un embargo donc que toi tu as imposé aux médias en général, qui était sur un secret Ah oui. au fond de la boîte. Ouais. Est-ce que l'embargo est levé ou pas? Oui, on peut le lever maintenant parce que le distributeur, pour le moment, ne refait plus de promo du jeu, donc je ne suis pas sûr qu'il va encore se vendre, alors qu'il reste encore un peu de boîte en francophonie, en tout cas, parce que dans d'autres pays du monde, ça continue à se vendre et j'en ai vendu encore dernièrement. Il y a au fond de la boîte, effectivement, alors, il y a un truc secret, effectivement, au fond de la boîte qui est des nouvelles cartes pour le mode expert et pour le mode classique, je veux dire familial. Je ne sais pas si tu veux d'autres explications. Oui, mais en fait, c'est assez original parce en général, on trouve ce genre de secret, on va dire, plutôt dans des jeux narratifs, avec des retournements de situation ou des choses un peu comme ça. Là, pourquoi tu as eu cette idée une fois de plus? On est sur un jeu de pose de tuiles finalement, oui. Et on est encore sur une autre originalité. Ouais, la raison est que alors, je suis aussi un joueur de jeux vidéo. Donc je jouais à ce moment-là énormément à la PlayStation, à des jeux justement narratifs, histoire, Assassin's Creed à l'époque en tout cas, ou Tomb Raider, enfin bref des trucs où tu avances dans un monde. Et du coup, moi ce que j'aime bien, c'est que mon personnage il évolue. Quand je joue à un jeu de société,
j'aime bien que mon personnage évolue. Sauf que c'est compliqué de faire évoluer les personnages, comme tu disais. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était de dire, une fois qu'on a fait plusieurs parties, je voulais que le joueur accède à ce moment-là à une autre façon de jouer, une autre façon de voir le jeu. Je ne change pas les règles. Je vais juste lui apporter des objectifs tellement différents que ça va l'obliger à revoir sa façon de jouer. Je vais donner donc un exemple, puisqu'on peut lever l'embargo. Il y a des îles, on met une maison sur une île. On s'en fiche où on la place. Bon, il y a des emplacements sur l'île un peu partout, mais on s'en fiche où on la place. Pourquoi on s'en fiche? Pourquoi on ne s'en ficherait pas? Pourquoi maintenant que j'ai déjà joué plusieurs fois à ce jeu et que j'arrive à maîtriser le jeu, pourquoi maintenant je ne lui donnerais pas une couche supplémentaire? Eh bien, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire là, maintenant, ça a de l'importance. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux objectifs en fonction de où je vais placer la maison par rapport au centre, par rapport à un autre point, je vais gagner plus ou moins de points. Maintenant, on fait des îles un peu n'importe comment, on s'en fiche. La forme, je parle. Et si la forme était intéressante? Du coup, il y a un objectif où je vais essayer de faire des îles de forme particulière, à la Tetris, pour gagner des points. Donc non seulement je dois toujours penser et réfléchir où je vais mettre ma tuile en fonction des autres, mais maintenant, je vais essayer en plus, je me remets une couche supplémentaire, et je ne change pas le jeu. Je ne fais que rajouter des couches. Et j'ai voulu aussi pour le mode expert, comme pour le mode familial. Je voulais que les deux puissent bénéficier de ça. C'est le côté, en fait, je leur demande encore, tu vois. Et je voulais pas que les gens le découvrent tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait un peu trop. Et je perds les gens. C'est un jeu familial à la base. Hein. Donc c'est un 8+. Donc je veux dire, c'est 10 minutes de lecture de règles et après on peut jouer. Et donc je voulais que les gens le découvrent ça par eux-mêmes. Du coup, ce que j'ai voulu, c'est que comment le faire découvrir? Eh bien, c'est le mode un petit peu... il y a une chouette anecdote d'ailleurs là-dessus. C'est ce que Alexis a appelé de mémoire, c'est le mode grand explorateur. C'est-à-dire que si l'on gagne avec certaines conditions qu'on doit remplir, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir débloquer. Et pour le coup, ça fonctionne. Donc oui, tu parlais donc de ce secret. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus? Est-ce que justement les joueurs l'ont découvert, en ont parlé? Comment ça... Alors oui et non. Toujours mes réponses très claires. Oui, ils l'ont découvert, oui, en ont parlé, mais pas publiquement. Parce que tout au début, il y en a un qui avait commencé à aimer un truc, et j'ai demandé non, de ne pas en parler justement, pour laisser la surprise aux autres. Je n'ai jamais eu de retour comme quoi « Ah, j'ai pas trouvé !» Il suffit de prendre la boîte et de la secouer un petit peu et on l'entend. Voilà. Puis si on est un petit peu curieux aussi. Peut-être que des gens l'auront jamais trouvé, et peut-être que cette vidéo va voir... Et je trouvais ça très... En fait, il y a une phrase qui dit, où l'a trouvé, qui dit « au cœur de Small Island ». Il faut savoir que l'intérieur de la boîte, c'est un ponton. Il est marqué Small Island. Et donc je voulais qu'au cœur de Small Island, donc c'est-à-dire au cœur de cette boîte, donc sous Small Island, sous ce ponton, on retrouve ça. J'ai bien fait chier l'usine pour qu'ils mettent les trucs dans le bon ordre et dans le bon sachet et les bons machins. Et force est de constater que j'ai pas été déçu, en tout cas. Et tant qu'on est dans les retours joueurs, plus généralement, est-ce que tu as été voir les critiques? Est-ce que... Oui, oui. Après là, le jeu est sorti, il va y avoir 1 an, en fait, dans 1 mois ou 2, il y a 1 an. Là, il était sur le bateau il y a 1 an. On en parle encore. Donc ici, là, il est sur le bateau pour l'Italie. Et il va arriver au Canada maintenant. On en parle encore. J'ai beaucoup de... Enfin, beaucoup, c'est exagéré, mais j'ai Dice Tower, par exemple, qui m'a dit dès que tu veux, je te fais un article dessus. Donc il y a déjà eu une vidéo, il y a déjà eu des tweets de Dice Tower. Et là, ils veulent faire un article, ils veulent aller faire une vidéo plus longue. Moi, j'ai mis un peu le frein parce qu'il n'est pas aux États-Unis. Donc mon problème est de trouver un distributeur aux US. Gigamic était intéressé, le trouvant même meilleur que Carcassonne. Mais pour le moment, c'est pas possible, donc non. J'essaye de trouver un distributeur US. Donc même dans des pays où ça y est pas, en fait, j'ai des bonnes critiques. Et j'ai vraiment des bonnes critiques. C'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu qui renouvelle Carcassonne. Et ça a été l'objectif de ce jeu. C'est à la fois sa force et c'est à la fois sa faiblesse.
Et donc du coup, les seules critiques négatives que j'ai eues, c'est physiquement j'en ai eu un d'une dame qui a avoué après qu'elle n'aimait pas jouer avec les autres, qu'elle n'aimait pas jouer en collaboration avec les autres. C'est un jeu un peu collaboratif puisqu'on va essayer de profiter de ce que font les autres, parfois on va s'entraider. Mais donc je souris là-dessus. Mais effectivement, non, je n'ai pas de critique négative. Il a une bonne cote sur BGG, il a une bonne cote sur Trick Track. Donc voilà. Justement, on était dans les boîtes. Combien t'as produit de boîtes 11 000. 11 000 boîtes en tout. Donc 10 000 plus 1000. Les dernières 1000, c'est pour l'Italie. Et il m'en reste 700, je pense, un truc comme ça. 700 ou 800. 700. Si je compte un peu moins, je sais plus. Je pourrais, 30 secondes, je vais pouvoir le savoir, mais je pense à peu près ça, entre 5 et 700. Et du coup, 10 000 boîtes, pour ceux qui savent pas trop quoi, c'est quoi on appelle ça? C'est un succès? C'est bien? En termes de quantité, oui. Pour un éditeur qui n'est pas connu, avec un nouveau distributeur, en tout cas, c'est 10 000 mondes. Et en plus, comme premier tirage monde, je ne m'attendais pas à déjà avoir fait ça. Souvent, un éditeur fait 3000, essaye d'être plus ou moins à l'équilibre avec ces 3000 boîtes. Et c'est 3000 francophones, ou parfois on fait dans les deux langues en se disant on va peut-être vendre un peu quelques boîtes. Ici, j'en ai fait 4000 français-anglais, 1000 allemands et 5000 asiatiques. Donc qui comprend le coréen, le taïwanais, le chinois-taïwanais et japonais. Là, les 5000, c'est quasiment tout parti. Mais j'ai aussi eu un petit, alors ça peut paraître long, mais j'ai eu un petit distributeur qui a fait confiance, via un petit éditeur aussi, de Woodgame, qui était vraiment un mec ultra génial, qui a eu confiance et qui a dit ok, go, on y va. Et donc là, le Canada embraye maintenant, l'Italie, et j'ai aussi des contacts, mais pour le moment, pas plus que ça, dans d'autres pays. Du coup, comme tes boîtes sont vendues un peu partout dans le monde, il y a des différences notables, je sais pas, dans les demandes ou dans des marchés qui sont spécifiques. Tu parlais Alors, de l'Asie, par exemple, c'est un marché qu'on connaît peut-être un peu moins. les seuls changements qu'il y a eu, et alors, comme je suis un peu chiant, et merci Alexis de supporter ça, je regarde bien la caméra droite en face pour le dire, je voulais que ce soit exactement la même chose partout dans le monde. Cities, qui est l'éditeur de Woodgame, qui a fait la traduction en taïwanais/chinois, a, sur certains mots ou certaines tournures de phrases, donc venant de l'anglais parce qu'il ne parle pas français, me disait non. Nous on est obligé de changer pour la culture ou pour les mots. Et du coup, je répercutais ce changement en anglais, en français, en allemand. Et la traduction italienne est basée sur la traduction anglaise. Donc en fait, j'ai un gros fichier où chaque colonne est une langue et chaque cellule est un paragraphe. Et donc du coup, c'est le même fichier qui vient se compléter colonne après colonne et une nouvelle langue vient s'ajouter en fait. Et ce qui permet d'avoir la même chose, la même traduction dans toutes les langues, directement. Et comme c'est du Google Drive, c'est en live, en fait. Donc on a eu des cheveux blancs, des nuits blanches, ou de changements à la dernière minute, voilà. Voilà, on a eu ce genre de choses-là. Ouais. Et comment on fait humainement pour tenir quand on travaille avec des partenaires qui sont pas dans le même fuseau horaire? J'imagine qu'il y a des périodes où Je dors pas. on dort pas. Je dors pas. Moi, ça me dérange pas de pas dormir. Après, je l'ai payé ou je le paye encore un peu quand même. Et je pense que tu sais ce que c'est de pas beaucoup dormir non plus, toi. Et donc, du coup, l'avantage, c'est de ne pas devoir dormir. Donc, du coup, ça permet de discuter à 3-4 heures du matin, de poser des questions à l'Asie, d'aller dormir. Et à 8 heures, de pouvoir avoir des réponses, en fait. De dormir 3-4 heures, de pouvoir avoir des réponses et de pouvoir embrayer avec d'autres fuseaux horaires. On parlait tout à l'heure de com, et tu disais que tu pouvais justement, tu avais un budget limité du coup là-dessus. Tu sais à peu près le chiffrer, ce budget, combien tu as mis? Non, parce qu'en plus j'étais au-delà de ce que je m'étais dit que j'allais faire. Donc, je m'étais dit que j'allais faire je ne sais plus combien pour rentrer dans les clous, puisque j'avais en amont prévu tous les coûts de tout. Et en fait, j'ai dépassé en faisant plus de festivals, en faisant Trick Track où j'avais pas spécialement le budget pour le faire.
Donc, voilà, j'ai exagéré, et ce qui fait, c'est une des raisons pour lesquelles je me trouve dans la situation maintenant. Mais est-ce que je le regrette? Parfois oui, parce que t'as pas toujours le retour. Par contre, là où je le regrette pas, c'est que je suis connu à l'international alors que, en fait, je sors de nulle part, quoi. Donc ça oui, c'est là où tu montres qu'il y a un intérêt, que le jeu a un intérêt, que le fait de penser international d'entrée de jeu, de construire le jeu pour une vision internationale, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Oui, tu disais que t'as pas forcément le retour, c'est-à-dire justement, comment on évalue la pertinence ou non d'aller, tu disais Trick Track, ou d'aller dans tel ou tel festival, ou c'est au doigt mouillé, où il y a vraiment des retours que d'autres éditeurs peut-être t'ont déjà dit, ou il faut faire celui-là, il faut Ou pas alors faire il y ça. a des festivals effectivement où tu as intérêt à y être parce que bon, ça se remarque si t'es pas. Ou si tu n'y es pas, ça se remarque. Et puis après, je suis plutôt généreux, donc j'ai envoyé pas mal de boîtes à gauche à droite. Bah, l'idée c'est de se faire connaître en fait. C'est un gros diesel qui doit se mettre en route. Après, faut pousser la boule de neige et voilà. Je vais rien pointer en fait. C'est pour ça que je réponds un peu dans le vague parce que je vais rien pointer. Mais oui, j'ai été parfois déçu de certains retours que tu te dis, tiens, tu mets 1000 euros, bah, puisque tu as un retour de 3 à 4 euros, tu te dis, bah, brut, donc moins effectivement quand tu auras payé tes charges et tout, tu divises par les 1000, dans le nombre de boîtes, tu fais, ouais, bah, ça non, en fait. Ça m'a pas fait les plus 300 ou plus 400 boîtes ou 500 que j'aurais eu besoin pour juste rentrer à l'équilibre de mes frais. Donc tu dis, est-ce que ça valait la peine de le faire? Mais après, si tu n'y es pas, on va te faire, mais tu n'y es pas toi. C'est qu'il n'y est pas bon, alors si le jeu il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas bon. Tu vois? C'est toujours. La com maintenant, c'est ce qui fait vendre, point. En gros, Ouais. Et un petit côté du coup de notoriété, c'est-à-dire, oui, après, forcément, faut exister, il faut exister, il faut se montrer, il faut la notoriété. Et puis après, il y a des key opinion leaders qui ils disent juste par un macaron sur, sur un article ou par une vidéo avec des pouces levés. Et là, tu sais que c'est vendu, quoi. Tu sais que là, les gens vont l'acheter. Et après, j'ai jamais influencé, je touche du bois, mais je pense que j'ai jamais influencé le moindre opinion leader, parce que j'estime que c'est le libre arbitre de chacun de le faire. J'aurais peut-être dû un peu faire le forcing auprès de certains, mais c'est pas dans mon caractère, en fait. Donc, du coup, voilà. tant qu'on est dans le budget, est-ce que, voilà, si on imagine un jeu comme Small Island, donc tu disais 10 ou 11 000 boîtes, euh, c'est combien d'années de développement? C'est toujours délicat. Nous, on a mis avec Alex, il a dit oui au mois de mars. Il a dit oui. Donc 2017, 2017, il a dit oui au mois de mars. Donc le temps qu'on se mette en route, le jeu est parti en prod en juillet 2018. Donc on a mis un an. Voilà. Et du coup, c'était pour en venir en fait un budget, combien il faut, euh, pas forcément le budget exact que toi t'as mis, mais quelqu'un 10 000. qui voudrait se 10 000. lancer. 10 000 euros? 10 000. C'est entre 10 et 15. C'est ce que moi j'ai évalué en tout cas le coût en ayant un directeur artistique. Alors, en tout cas pour un jeu de tuiles comme je l'ai fait, c'est à peu près ce que ça m'a coûté. C'est à peu près 15 000 euros. Ça c'est sans compter donc les royalties. C'est à peu près. Enfin non, je mens. Je compte dedans. Je compte pas tous les royalties. Je compte tout sauf l'auteur. Donc bouger, les protos, certains festivals quand même qui coûtent, illustrateur, directeur artistique, l'envoi de boîtes. Alors, ça a l'air de rien, mais l'envoi de boîtes, mine de rien, aux quatre coins du monde, parfois ça peut coûter cher. On est à peu près à 10 000 euros. Voilà. C'est pour ça que je dis entre 10 et 15. Il y a moyen de faire moins cher. Si j'avais pas pris de directeur artistique, certains éditeurs sont DA, bah, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Mais
Voilà, c'était un choix, quoi. Donc moi, c'était à peu près 10 000 euros. Donc là, j'ai 10 000 euros, je peux faire un jeu qui ne demande pas beaucoup de matériel, entendons-nous bien. Et tout ça parce que j'ai eu la chance aussi, attention, d'avoir l'argent avant la production. J'ai eu cette chance que Pixie m'a payé avant, donc tout le monde a payé les 50%, donc moi, j'ai pas mis un euro pour la production du jeu. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, tu vois. Donc, et là, les partenaires étrangers m'ont tous dit à quand le deuxième, on veut continuer avec toi parce que tout le monde a été bluffé de quand tu as la boîte en main, quand tu as le résultat, on dit mais c'était un jeune éditeur, c'est ton premier jeu, ce qui n'est pas vrai, mais peu importe. Mais comment tu as fait ça, quoi? Et donc du coup, je lui ai dit donnez-moi 10 000 euros et je fais pareil, quoi. Donc c'est à peu près ça, entre 10 et 15. Je demandais ça parce qu'on a vu dernièrement qu'il y a des éditeurs qui ont plié boutique, qui ont eu des difficultés. Et on sent que le marché est en train de se tendre, que le prix d'entrée, Mhm. pour pouvoir créer un jeu, ou en tout cas qu'il arrive jusqu'en boutique, c'est plus le même ticket d'entrée qu'il y a quelques années. Plus le même. Du temps de Time Master, ça nous est revenu à beaucoup moins. Ça nous a coûté beaucoup moins. De mémoire, Time Master, on était en dessous des. Ou avec la prod à 10 000 ou un truc comme ça. Enfin, on était moindre, vraiment. Ici, on veut une qualité graphique, illustration plus élevée. On veut vivre une expérience. On veut avoir des émotions. On veut de la nouveauté. Et encore, la nouveauté, elle paye pas. On veut retrouver des repères, mais différents. Bah, tout ça, ça a un coût, en fait. On veut du beau matériel. Là aussi, ça a l'air con, mais là, les tuiles, elles font pas 2,5, elles font 3, elles font pas 4,5, mais 5 de côté. Bah, du coup, ça a un coût. Ça aussi. Le thermo, enfin, je l'ai appelé thermoformage, mais c'est un insert en carton. Rien que l'insert en carton, rien que lui m'a coûté une blinde. Je l'ai fait exprès. Je voulais une grosse qualité. Tu peux le prendre, tu peux taper dessus, il ne bronchera pas. Parce que c'est pas une petite feuille dedans. Non, c'est un vrai insert illustré. Tu veux l'illustrer, bah, ça coûte aussi. Tu vois. Donc si on veut ça, et je voulais ça, donc personne ne m'a obligé. J'aurais vendu peut-être un peu moins de boîtes, je dis bien peut-être, en réduisant mes coûts de prod et de DA, où j'aurais pas eu un jeu aussi beau. Mécaniquement, il n'aurait pas changé, mais j'aurais pas eu un jeu aussi beau, aussi qualité au niveau matos. Ça m'aurait coûté moins, peut-être j'aurais vendu pareil, ou peut-être un peu moins. Mais moi, j'aurais pas été satisfait. Alors je le fais pour les gens, je fais le jeu pour les gens, je le fais pour l'auteur, mais je le fais aussi pour moi. J'ai pas honte de ça. J'ai pas honte de l'objet qui est en main. Et jamais je n'aurai honte parce que il y a encore des trucs que je voudrais modifier, des trucs où je ne suis pas totalement satisfait à 100%, mais je suis satisfait à 95%. Donc du coup, ça me convient. Justement, tu parlais de partenaires qui attendaient la suite. Est-ce qu'il y a... C'est quoi la suite? Bon, alors la suite, pour moi, c'est rien. Et la suite pour Small Island, c'est que le jeu, moi je continue à le pousser à l'étranger. Donc là, j'avais refait une prod de 1000 boîtes pour l'Italie. Donc moi, je continue à pousser ce jeu parce que je pense qu'il peut encore avoir, toujours encore avoir de la renommée à l'international. Ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, comme j'ai l'international très tôt, il faut savoir que d'habitude, il faut parfois attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir l'international qui se réveille sur un jeu. Ce qui fait que moi, je l'ai eu d'entrée de jeu. Donc là, j'en suis en fait dans un timing qui est plus logique qu'autre chose. En fait, si maintenant l'international devait démarrer. Donc moi, je crois toujours au jeu parce qu'il n'y a pas encore d'équivalent pour avoir un jeu qui est un vrai Carcassonne-like. Il n'y en a pas d'autres sur le marché à ce point-là. Du coup, j'y crois. Maintenant, je n'ai pas les fonds pour faire un deuxième jeu. Donc j'en avais un de Kevin et de Joe, et que j'ai dû dire oui et puis non, parce que je n'ai pas les fonds. Et j'allais pas hypothéquer une pseudo-rentrée. J'ai déjà eu une chance énorme quand j'ai commencé Mushroom. J'ai commencé en étant à zéro sur mes comptes, et en plus avec des dettes à côté en privé. Donc j'ai eu des gens qui m'ont aidé en me prêtant de l'argent, distributeurs et copains,
qui se passe d'ailleurs parfois devant ta caméra. Et donc, l'investisseur paye toujours ses dettes, donc je finis de payer mes dettes, je finis de tout rembourser, et c'est bon, parce que forcément l'argent rentre, donc forcément, mais pas assez. Si tu veux, quand tu pars de là et que tu fais ça, après il faut faire ça, gagner ça avec la vente du jeu, gagner ça pour commencer, et là j'ai toujours pas vécu, j'ai toujours pas bouffé moi. Du coup, il y a un moment, je fais comment pour manger? Donc du coup, force est de constater que d'abord j'ai trouvé un job, moi en privé, pour manger, qui me plaît en plus comme job, qui me prend un temps de fou au quotidien, et j'aime ce que je fais, heureusement. Du coup, le jeu est en vraie parenthèse en ce moment. Si l'argent rentre via Small ou via d'autres investisseurs, je repartirai dans l'aventure d'un jeu parce que j'aime éditer, j'aime développer les jeux. Et je n'ai pas encore dit mon dernier mot, il y a encore des types de jeux que... il y a un type que je voudrais refaire et il y a des types de jeux que j'ai pas fait. J'ai pas dit mon dernier mot, j'avais de beaux projets avec des auteurs de jeux, mais je ne referai plus en partant de zéro, en ayant moins de 5 euros pour bouffer par jour, en vivant à l'arrache, en ne mangeant pas tous les jours. Et je sais que ça peut faire écho chez certains ce que je dis là, et ça m'a vraiment trop épuisé, quoi, c'est sûr. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant parce qu'on se dit, voilà, c'est un jeu qui, de mon point de vue en tout cas, n'est pas un échec, puisqu'il s'est vendu. C'est pas un échec du tout. Moi, je viens d'une situation où j'avais pas 20 000 euros, si tu veux, à moi, pour dire je le fais. Parce que du coup, si je les avais eus, avec les 30 ou 40 qui ont été le delta, parce que j'ai eu un delta positif, et comme j'ai dû emprunter, mon delta positif, je récupère ma mise, je gagne un petit peu, mais je me suis réendetté en privé à côté, puisque moi, je vivais pas, quoi. Donc, du coup, à un moment, et ça a servi aussi à restabiliser. Donc, si par hasard, je revends encore les 500 ou 1000 boîtes qui me restent là, tout d'un coup, boum, ça fait l'argent qui me manque, tu vois. Là, on a fini tout payé et on est en bénéfice. Donc c'est là où tu dis, donc finalement, tu as réussi par la vente du jeu à gagner tout l'investissement du jeu, et j'ai eu un investissement un peu plus important parce que mes choix, et en plus je suis en bénéfice. Bah oui, en fait. Donc le jeu est bénéficiaire. C'est juste que moi, dans la situation dans laquelle je suis parti, en me disant, t'es au chômage, t'as des dettes parce que la vie te rattrape, tu montes une société, moi je te fais confiance, je te file des thunes parce que je crois en toi. C'est génial, quoi. Et ça, alors, je vais pas la recommencer tous les ans, tu vois. À un moment, c'est bon. Donc, pour le moment, il n'y a pas de jeu pour le moment, parce que pas d'argent, et que si quelqu'un se dit, écoute, moi, nous, on y va et on te croit en toi, je pense que je repartirai, oui. Mais plus tout seul, par contre. Là, je demande de l'aide quand même, parce que tout seul, ça demande un boulot quand même de dingue. Et j'ai un boulot à côté, que j'aime, que je vis, et je redémarre une troisième vie, en fait, là, depuis quelques mois, je redémarre une troisième vie, donc à un moment, je vais essayer de la stabiliser un peu, quoi. Du coup, on arrive en fin d'interview, et petite question subsidiaire, est-ce que tu aurais, sur ton parcours, quelques anecdotes comme ça, un peu croustillantes, ou quelque chose Sur le parcours, rien de nouveau qui n'a pas déjà été dit en interview, donc ça, je laisse les gens regarder. Non, c'est plus des trucs. T'es bouffé, t'es mangé avec Alex il y a 2-3 semaines, et je dis à Alex, je le regarde, je fais, mais c'est quand qu'on refait un jeu? Alors que je viens de dire que j'ai pas d'argent, hein. Et je dis, c'est quand qu'on refait un jeu? C'est quand qu'on repart? Pour moi, faire un jeu, c'est une aventure humaine. Et j'ai découvert quelqu'un de formidable avec Alexis. Donc, une anecdote, c'est quand on a fait le carnet d'auteur, par exemple, qui est sur Trick Track. Alors, il devait avoir une surprise pour Noël, mais voilà, vu les retards qu'on a pris, la surprise sera peut-être pour le futur Noël, où on va faire quand même un petit truc quand même avec le carnet d'auteur. On va le remodeler et on va faire quelque chose d'assez cool. Et je lis le carnet d'auteur parce qu'on a décidé de le faire à 4 mains. C'est-à-dire qu'Alex écrit, je réponds, et parfois il répondait. Et je lis ceci. Il vient chez moi, il vient à la maison,
Et donc, il se réoxygène en arrivant chez moi du haut de mon perchoir en fumant quelques cigarettes à la fenêtre. Et je lis, ah ben voilà, donc ce qu'il avait écrit, et je rencontre Nicolas Bodard, et c'est un Belge. Et je le regarde, je suis sérieux Alex, tout ce que tu trouves à dire pour démarrer dans ton texte, et je suis un Belge. Et c'est là où il éclate de rire, parce qu'il se rend compte en fait que la caricature, en fait, si tu veux, il était tombé mais droit dans le panneau d'une caricature, parce que t'es belge, asiatique, machin, bref, il avait pris mais l'entonnoir complètement. Et je trouvais ça tellement génial parce que, et c'est toute l'aventure humaine en fait. On a eu des anecdotes. On est au Buena, que tu connais. On est au Buena, il est 11h du soir. On est mercredi et je dois lancer la prod, genre le jeudi, vendredi, un truc comme ça, quoi. Pas loin. En tout cas, envoyer le fichier. Et je fais, pour les grands explorateurs, donc les conditions pour aller récupérer les cartes qui sont en dessous, je regarde Alex joue à une table, je joue à une autre table, et je fais ça va pas. Je finis ma partie, je vais voir Alex, je fais Alex, ça marche pas. Il me dit quoi? Les grands explorateurs, c'est chiant. C'est chiant comme c'est mieux. Il faut qu'on change. Il dit mais c'est quand que tu dois envoyer les fichiers? Demain? Tu rigoles? Non, non, mais là ça va pas. Et je lui montre par A plus B, en fait, que je peux d'un coup, avec une partie, quasiment tout faire. Et dit regarde, là, si je fais ça comme condition, et puis je fais ça, et puis regarde, j'ai tout bon. Ah oui, non, ça va pas ça. Ben non, ça va pas. On change. On va passer la nuit à changer. Et ça, c'est la force. C'est des anecdotes comme ça. C'est que au milieu de la nuit, avec Alex, il y avait moyen de rechanger le monde, quoi. Et ça, c'était super. Quand on a fait la Trick Track, on est parti à 2h du matin de Toulouse parce que lui, il avait un impératif, c'est qu'il devait rentrer pour 19h. Il devait aller, aller à un spectacle comique à Toulouse, qui fait de rentrer pour 19h. Donc on devait faire Toulouse-Orléans, Orléans-Toulouse, faire des vidéos de trick-track, et de retour pour 19h. Donc du coup, on part à 2h du matin pour faire la route, faire les vidéos dans un état, je te laisse imaginer, reprendre la route d'Orléans, tout le monde dormait dans la voiture, moi j'étais comme ça, bon, heureusement ils ont un peu conduit aussi, revenir, déposer Alex, et je dis à Alex, bah, c'est toi l'auteur, c'est toi qui vas expliquer le jeu. Il dit, ouais, Alex, sinon... viens quoi, merde, si tu viens pas, enfin, tu viens c'est pour être présent, c'est pas pour faire figuration, moi je m'en fous de parler, donc viens. Et il commence à expliquer la règle du jeu, je fais, sérieux grand? T'as pas une classe de 20 élèves là? Je fais, attends, je vais chercher la bouteille de whisky, je me sers un whisky, tiens, prends. Non mais là, bois. Je bois un petit whisky, je bois mon whisky, et il recommence. Je dis, attends, je lui resserre un whisky, je reprends un whisky. Donc ça avant 2h du matin. Donc c'est la même soirée. Je bois. Et puis, il commence à se décontracter. Donc ça commence à raconter. Je dis, raconte-moi une histoire, fais-moi vibrer, quoi. Parce que là, tu me racontes, c'était chiant, quoi. Et en fait, donc ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant de prendre la route, on a bu quelques petits whisky, forcément. Bon, pas de quoi être sous, loin de là. Mais ça l'a un peu aidé, en tout cas, Alex, ça l'a un peu aidé. Voilà, et c'est des petites anecdotes comme ça, enfin, c'est truffé de... Ce parcours, en tout cas avec lui, est truffé d'anecdotes génialissimes. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi.